Ça fait longtemps que je m'intéresse à la question de la migration. J'ai déjà fait un premier film sur des migrants africains. C'était mon premier film de fiction. Le film s'appelait Hope. C'était un film qui racontait le voyage de deux migrants africains, une fille du Nigeria et un garçon du Cameroun, qui traversaient l'Afrique vers l'Europe. Et le film se terminait au milieu de la mer, quand ils commençaient à voir les lumières de l'Espagne. Et après ce film, j'ai longtemps pensé que j'aimerais bien faire un film qui raconte la suite, pour raconter qu'est-ce qui arrive à ces migrants qui font ce grand voyage une fois qu'ils sont ici. Voilà. Et j'ai cherché longtemps comment faire, quoi faire et tout ça. Et puis, en 2020, il y a eu le Covid. Et quand il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Et quand il y a eu le confinement, tout d'un coup, plus personne n'avait le droit de sortir. Donc les rues de Paris étaient complètement vides. Et dans ces rues de Paris, il n'y avait que les livreurs. Et ces livreurs, ils étaient tous africains. Et comme j'ai compris assez vite, ils étaient presque tous sans papier. Et là, je me suis dit, ça c'est un film que j'ai envie de faire. Je suis sorti dans la rue et j'ai arrêté les livreurs et je leur ai dit, est-ce qu'on peut parler? Donc il y en a plein qui se sont enfuis. Il y en a plein qui ont dit j'ai pas le temps, ou qui ont dit ah non, pas de journaliste. Il y en a qui ont pensé que j'étais de la police, donc ils sont partis très vite. Voilà. Mais il y en a quand même qui ont accepté de parler. Et ceux qui avaient envie de parler, on est allé prendre des cafés, on a pris du temps. Et puis là, on a parlé, je les ai longuement interviewés pour qu'ils me racontent un peu tout de leur vie. C'est-à-dire comment ils travaillent, comment ils font pour avoir un compte Uber Eats ou Deliveroo, où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème, comme aventure, comment ils sont arrivés en France, qu'est-ce qu'ils ont comme problème de papier. Voilà, qui me racontent un peu tout de leur vie quotidienne. Et à partir de ça, une fois que j'ai eu ça, tu vois, ça fait une grosse matière documentaire, plein de petites histoires, plein de situations, tout ça. Et une fois que j'ai eu ça, après, j'ai commencé à réfléchir, ok, maintenant, quelle histoire je raconte, comment je fabrique le scénario, comment je compose l'histoire. Je crois que ce qui m'a beaucoup touché, et c'est pour ça que l'histoire elle est devenue comme ça après, c'est que j'ai compris qu'en fait tous ces livreurs, pas tous mais la majorité, ils étaient sans papier et que le vrai truc qui pouvait changer leur vie, c'était d'avoir des papiers. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir plein de galères, plein de problèmes, se faire voler leur vélo, avoir un accident, plein de choses mais le truc qui pouvait vraiment changer leur vie, c'est d'avoir des papiers. Et tu vois, ils disaient que tous ils disaient que quand ils allaient passer leur entretien à l'OFPRA, le jour où ils allaient parler pour demander l'asile, ce jour-là, c'est le jour le plus important de leur vie, parce que c'est le jour qui peut tout changer. Et quand j'ai compris ça, voilà, j'ai orienté tout le film vers ça en fait. Au début, c'est surtout des Guinéens en fait, qui m'ont raconté leur propre entretien. Ils m'ont raconté comment ça s'était passé pour eux. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à écrire. Mais au bout d'un moment, j'ai effectivement pris contact avec l'OFPRA. Donc l'OFPRA, c'est l'endroit où on fait la demande d'asile. Et ils m'ont autorisé à venir chez eux et à assister à des entretiens. Et j'ai assisté à des entretiens avec des jeunes Guinéens. Donc j'avais dit, moi je veux voir que des entretiens avec des Guinéens, que des entretiens avec des hommes et que des entretiens avec des gens qui ont un récit politique. Pour voir que des types d'entretiens qui soient proches de mon sujet. Et donc j'ai vu pas mal d'entretiens, parce que je suis venu plusieurs jours comme ça. Et c'est intéressant parce que j'ai vu des entretiens avec des personnes différentes et avec des officiers, on appelle officiers, les agents de l'OFPRA, différents. Donc par exemple, j'ai vu des agents de l'OFPRA gentils et des agents de l'OFPRA pas gentils du tout. J'ai vu que tout le monde ne travaillait pas pareil. Je me souviens d'une femme un jour, elle, dès qu'elle trouvait que le candidat à l'asile il commençait à parler un peu trop, paf, elle coupait la parole tout de suite. Et je la trouvais très mal polie, très dure, très brutale. J'étais un peu choqué par sa méthode. Et très clairement, elle voulait faire l'entretien le plus court possible. Donc il fallait, dès qu'elle trouvait que le candidat il commençait à parler un peu trop, paf, elle coupait. Un autre jour, je suis venu, il y avait une femme au contraire, très agréable, qui prenait le temps. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Et qui écoutait toutes les réponses, qui reposait les questions. Bien voilà. Donc il y a des styles différents. Mais ça ne veut pas dire que la dame qui a l'air gentille, elle va donner plus l'asile que la dame qui a l'air méchante. Au résultat, on ne sait pas en fait. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu tous ces entretiens et pour moi, c'était assez instructif pour
pour que la scène que j'ai écrite dans le film, elle soit le plus juste possible, que ça ressemble vraiment à la manière dont ces gens travaillent. En fait, on a fait ce qu'on appelle dans notre travail un casting sauvage. Casting sauvage, c'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas des acteurs professionnels, qui n'ont jamais joué au cinéma. Donc comment on fait? On sort dans la rue. Quand je dis on, c'est moi et ma directrice de casting. Donc tous les deux, on sort dans la rue. Et puisque l'histoire racontait l'histoire d'un livreur guinéen, on est d'abord allé essayer de rencontrer les livreurs guinéens. Donc vous savez, hein, les livreurs, ils ne vont pas n'importe où. Ils ont toujours des bases. Souvent, on voit devant les McDo, les KFC, Burger King, ils ont une base. Et les bases, elles sont souvent par nationalité. Vous avez des bases avec les Maliens, des bases avec les Ivoiriens, des bases avec les Guinéens. Et souvent, ça ne se mélange pas trop, c'est chacun sa base. Donc assez vite, on a demandé dans la rue à tout le monde et puis ils nous ont renvoyé, on a compris où étaient les bases des Guinéens. Et puis, on a rencontré le maximum de livreurs. Et on a fait cette recherche comme ça juste pour le rôle principal, uniquement pour le rôle de Souleymane. On a cherché pendant 2 mois et demi. Je pense que j'ai auditionné à peu près 200 personnes et on n'avait toujours pas trouvé. Donc on s'est dit, ah là là, c'est un peu galère là déjà. Donc on a cherché plus large, on a cherché dans la communauté guinéenne, puisqu'on voulait un Guinéen, puisque l'histoire racontait l'histoire d'un Guinéen. On a fait passer des annonces comme ça dans la communauté guinéenne et puis on a vu qu'il y avait des villes où les gens répondaient beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. À Rouen, il y a beaucoup de Guinéens. Je ne sais pas pourquoi. À Lyon, il y a beaucoup de Guinéens. Bon, Lyon, c'est une grande ville. À Amiens, il y a beaucoup de Guinéens. Et c'est comme ça qu'un jour, on est arrivé à Amiens. Et là, on avait travaillé avant avec une association en disant réunissez-nous les jeunes Guinéens. Et donc, quand on est arrivé, il y avait 25 jeunes Guinéens qui étaient là, 25 garçons guinéens, certains mineurs, mais la majorité majeure. Mais voilà. Et on avait très peu de temps pour 25, donc on a fait 5 minutes chacun, très très vite comme ça, juste une petite discussion, juste sentir un peu la personne. Après le midi, on a discuté, Aline, ma directrice de casting et moi, on s'est dit on va en revoir 4, il y a 4 qui nous plaisent bien, donc on rappelle les 4, il y en a 3 qui répondent, qui reviennent tout de suite, et le 4e il dit ah non, moi il était mécanicien, il me dit moi je suis en train de réparer la voiture, il y a un monsieur qui m'a donné sa voiture, je ne peux pas le faire attendre jusqu'à demain, il attend sa voiture, il faut que je lui ramène sa voiture. Alors je dis c'est quand même dommage, vous ne pouvez pas venir. Il dit non, je ne peux vraiment pas. Et bon, on fait passer les 3 autres. Et puis le temps passe et tout ça, donc on commence à aller vers la gare pour rentrer à Paris. Et là, il nous rappelle, il dit ah ça y est, j'ai fini la voiture, là je peux venir. Donc il arrive et on le voit dans un petit parc juste à côté de la gare, juste avant de prendre notre train. Et on fait une improvisation et puis c'était super. Donc on s'est dit, ah celui-là il est vraiment vraiment intéressant. Donc la semaine d'après, on le fait venir à Paris et on fait des nouveaux essais. Et là, avec ces nouveaux essais, on passe une journée entière ensemble. On parle beaucoup, on fait plusieurs essais. On le fait jouer avec un autre jeune Guinéen qui s'appelle Younoussa, qui joue dans le film aussi. Si vous avez vu le film, c'est celui qui court toujours d'après le vélo. Il veut toujours faire la livraison aussi. Le petit qui est jeune, qui est un mineur, qui s'appelle Younoussa. Et on les fait jouer tous les deux. Et là, on se dit, ah, c'est lui. Voilà. On s'est décidé très vite à ce moment-là. La première chose que j'ai faite avec lui, c'est dire, bon, il n'était pas livreur, il faut qu'il devienne livreur. Donc on l'a envoyé faire la livraison à Paris. Et puis il ne vivait pas à Paris, il ne connaissait pas bien, il n'avait jamais passé plus de quelques heures à Paris. Donc on s'est dit, il faut qu'il connaisse Paris, qu'il soit à l'aise dans la circulation, sur un vélo, avec le GPS, l'application, tout. Donc on l'a mis en stage, en quelque sorte, avec Mamadou. Mamadou, c'est un autre Guinéen qui joue aussi dans le film, qui joue dans la scène où ils font leur lessive dans les lavabos, qui raconte qu'il n'a pas eu l'asile. Voilà. Et il était vraiment livreur, Mamadou, il livrait à côté de Montparnasse. Donc Sangaré, il est parti livrer avec lui, ils ont livré ensemble pendant 15 jours comme ça, pour qu'ils sentent vraiment ce que c'est que la vraie livraison pour de vrai. Donc qu'ils soient vraiment face à des restaurateurs, qu'ils soient vraiment face à des clients, qu'ils soient sur le vélo avec le téléphone, tout ça, voilà. Et il a fait ça pendant 15 jours. Et une fois qu'il a fait ça, après on a commencé un long travail de répétition. Donc on a essayé toutes les scènes ensemble et ce moment où on essaye les scènes ensemble comme ça, c'est un moment très important en fait, parce que lui, ça lui donne, c'est un moment où il va prendre la confiance un peu, il va être plus fort ensuite pour jouer, mais c'est aussi un moment où moi je comprends comment les scènes elles marchent en fait. C'est-à-dire que moi j'ai écrit des scènes, mais peut-être ce que j'ai écrit c'est pas bien. Peut-être que ce que j'ai écrit, ça va pas marcher avec lui, ça va pas être naturel. Et si je l'oblige à apprendre un texte en lui disant tu apprends ça par cœur, tu viens jouer,
Ça va pas être bien. C'est pas comme ça qu'il faut travailler avec un acteur, surtout un acteur non professionnel. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience de jeu. Ce n'est pas un comédien de théâtre qui va apprendre une pièce de théâtre, qui va venir réciter. Il faut que tout soit naturel pour lui, les dialogues, mais même la manière de faire. Et pour lui et pour tous les autres. Ou quand on fait la scène où il y a les Ivoiriens et les Guinéens qui rigolent ensemble et ils sont en train de manger leur barquette là, et puis ils se font des blagues. Les Ivoiriens, ils se moquent des Guinéens, ils disent vous êtes nuls en foot de toute façon. Et les Guinéens, ils se moquent aussi des Ivoiriens. Ils disent vous les Ivoiriens, c'est que parler, que la bouche. Voilà. Et ça, tu vois, par exemple, typiquement, c'est pas une scène que je vais écrire moi tout seul dans mon coin. Et ensuite, je vais dire aux Ivoiriens et aux Guinéens, bon voilà, vous allez réciter mon texte. Non, ça n'a pas de sens de faire ça. Ils savent mieux que moi comment des Guinéens et des Ivoiriens qui se rencontrent, ils vont rigoler entre eux. Donc on va chercher ensemble comment la scène elle marche. Et ensuite, on va importer dans le scénario tout ce qu'on a trouvé qui est bien, tout ce qu'on a trouvé qui marche bien. On va le mettre dans le scénario, c'est-à-dire que le scénario va s'adapter à eux, à ce qu'ils sont, à comment ils parlent, à comment ils ont l'habitude d'interagir les uns avec les autres. Et avec ça, quand ils auront à jouer ce scénario, ils seront à l'aise. Ils seront à l'aise parce que c'est le scénario et c'est aussi leur scénario. C'est quelque chose qui leur convient en fait, qui est fait pour eux. C'est vrai que la caméra, elle est toujours comme collée à Souleymane. Et c'est important parce que c'est parce qu'elle est collée à Souleymane que le spectateur il est accroché à son fauteuil et qu'il a peur pour Souleymane. Si la caméra elle était tranquillement sur le trottoir à regarder, en fait le spectateur il pourrait aussi tranquillement se reposer. Moi je ne veux pas que le spectateur il se repose. Je voulais que la caméra soit collée à Souleymane à vélo, mais comment on fait ? On ne peut pas mettre la caméra dans une voiture. Parce que si tu mets la caméra dans une voiture, les voitures elles sont arrêtées par les embouteillages. La caméra, elle ne va pas avancer alors que le vélo, il avance au milieu des voitures, quoi. Une caméra sur une moto, c'est à la rigueur possible, mais bon, c'est quand même un peu difficile de prendre toutes les pistes cyclables en moto, de prendre les feux rouges en moto. Et on a pris beaucoup de feux rouges. Donc en fait, la seule solution, c'est de mettre la caméra aussi sur un vélo. Donc en fait, toute l'équipe technique, elle est sur des vélos. Donc on assoit le caméraman dans le bac, à l'avant du vélo, et ça, c'est pour la caméra. Il y a un autre vélo pour le son. Donc l'ingénieur du son, il a sa machine pour mixer là, avec une grande antenne. Et généralement, c'est moi qui conduis le vélo son et lui, il est derrière moi avec son matériel et tout ça. Donc un deuxième vélo pour le son, un troisième vélo pour un assistant qui essaye de tenir les bus à distance, là, de dire laissez-nous travailler un peu. Les bus, c'est des fous là. Les bus, ils klaxonnent, c'est les pires. Le jour où on a tourné la dernière scène, la scène à l'Ofpra, et notamment quand on a tourné le moment où Souleymane dit sa vraie histoire, qui était un moment très difficile à jouer pour Sangaré, parce que c'est un moment où il y a beaucoup d'émotions, et dans ce moment-là, lui, il raconte, l'histoire qu'il raconte, c'est sa vraie histoire à lui. C'est pas seulement l'histoire de Souleymane, c'est aussi l'histoire de Sangaré. Et pour lui, raconter ça, c'est très difficile. Et c'était très, très, très bouleversant. Quand il a fait ça, j'avais la chair de poule. Et c'est pas que j'avais la chair de poule parce qu'il me racontait un truc bouleversant. Je connaissais déjà l'histoire. On en a déjà parlé, il me l'a déjà raconté. Et j'avais réécrit dans le scénario, donc je savais très bien. C'est pas l'histoire qui me bouleversait. Moi, ce qui me bouleversait, c'est de me dire, je le voyais, c'était la fin du tournage à peu près. Je le voyais et je me disais, mais voilà, je l'ai rencontré il y a quelques mois. Il n'avait jamais fait de cinéma. Et là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire un numéro de très 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 grand acteur. Et ça y est, il est devenu un acteur en fait. Le film, il peut se terminer que comme ça, franchement. Si j'avais fait une fin où déjà, un entretien de l'OFPRA, ça se termine toujours comme ça. Jamais à la fin d'un entretien, on te dit « Bravo monsieur, enchanté, bienvenue en France ». Jamais. Jamais non plus, on vous dit « Non, dehors ». Ça se termine toujours par cette phrase où on vous dit dans quelques mois, vous allez recevoir la réponse par courrier. Donc ça déjà c'est la réalité. Mais en plus pour moi, c'est très important que le film se termine comme ça, il ne peut pas se terminer autrement. Dans le film je mettais une fin heureuse, si à la fin c'est Souleymane qui a gagné et tout ça, j'aurais l'impression, moi comme réalisateur, de vous mentir. J'aurais l'impression de faire une fin qui est fausse. Parce que la majorité des gens, ils n'ont pas les papiers. La majorité des gens, ils galèrent et le système, il n'est pas tendre. Donc si je faisais une fin comme ça, j'aurais l'impression de mentir. Mais si je faisais une fin négative,
qui dit Souleymane c'est raté, dehors, OQTF et tout ça, j'aurais l'impression d'être cruel avec le spectateur. Et je pense que c'est mieux que le spectateur se fasse sa propre idée. Ça veut dire qu'il reparte avec dans la tête plein de questions. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il va avoir ses papiers ou pas? Mais il y a plein d'autres questions après. Les autres questions, c'est est-ce que moi, je pense qu'il faudrait lui donner des papiers? Est-ce que moi, si j'étais à la place de la dame de l'OFPRA, je lui donnerais les papiers ou pas? Voilà. J'aime que le spectateur il reparte avec des questions.